Merci d'être présent pour cette soirée de discussion dans le cadre du festival Groland, et merci à Mixar de nous accueillir pour cette discussion. Je suis à la fois content et désespéré parce que c'est bien de faire des débats, c'est bien de se rencontrer et c'est bien de défendre les valeurs qu'on défend au Festival Groland, c'est-à-dire la liberté de création, la subversion joyeuse, le cinéma iconoclaste, mais désespéré parce que je pensais que le jour où j'organiserais une table ronde sur la censure, ce serait une table ronde historique. Or, malheureusement, le sujet est d'actualité. Et je ne vais pas rentrer dans le débat, je ne vais pas faire le débat à la place de nos invités, mais voilà, il était urgent et nécessaire de faire ça. Je vous indique simplement que le film sera suivi par la projection d'un film de Benazeraf sur l'anthologie des scènes interdites, et ensuite il y aura une soirée de concert dans la salle de concert ici, dans Mixaméris, et je vous invite tous à venir demain à 14h30 à la cave Poésie, où sous la houlette de Bernard Joubert, on continuera à discuter de la censure, mais là, plus dans le domaine de la littérature et des revues et des périodiques. Voilà, et merci à Dominique Datola qui a accepté de faire jouer le rôle du modérateur dans des conditions très grolandaises, mais bon, c'est la règle du jeu, et encore merci. Merci à lui et bonne soirée. Bien, bonsoir à tous pour cette table ronde sur la censure dans le gros cinéma. Alors je tiens tout d'abord à présenter les excuses de Lionel Trélis, qui a été retenu, qui aurait dû être modérateur de cette table ronde, donc je le remplace au pied levé. Lionel Trélis est juriste et c'est surtout l'auteur d'un mémoire sur la censure au cinéma en France, qui était son mémoire de fin d'études à l'Institut des études politiques de Lyon et qui fait toujours référence aujourd'hui. Alors, nos invités, tout d'abord Jean-Pierre Bouixou, que le fanzine Darkness qualifie d'immortel, parce que c'est l'immortel Jean-Pierre Bouixou. Alors il est acteur, journaliste, critique de cinéma, scénariste, réalisateur, et réalisateur d'une dizaine de films, dont certains au titre évocateur. En 72, Sortez vos culs de ma commode. En 76, Amour collectif. En 77, Désir et perversion. Et en 79, Entrez vite, je mouille. Ensuite, Françoise Laborde. Et aussi écrivain, auteur d'une trentaine de livres, dont certains livres essentiels de cinéma. Ah oui, ça. Absolument. Et de quelques ouvrages bassement pornographiques. Et soyons pointilleux, le vrai titre c'est Entrez vite, vite je mouille. Vite, vite, oui, oui. Vite, 3 points de suspension, vite. Oui, parce qu'officiellement, ce sont 2 courts-métrages. Donc il y a un premier court-métrage qui s'appelle Entrez vite, point de suspension, et le deuxième court-métrage s'appelle Vite je mouille. Il a suffi de monter le titre du premier court-métrage au début du film, et le titre du deuxième court-métrage à la fin du film, comme ça fait un long. C'est signé de ton nom. Ouais, je le prends pour tout gros, je me perds parce que je sais que c'est filmé.
Donc à ses côtés, Françoise Laborde, hein, qui est sénatrice de Haute-Garonne, qui est vice-présidente de la commission culture du Sénat, qui est membre de la commission spéciale égalité et citoyenneté, rapporteur d'une étude, nous y reviendrons, sur le blasphème en France et à l'étranger, représentante du Sénat à l'Observatoire de la laïcité. C'est une sénatrice très active. Voilà. Et soutienne du Figaro. Et soutien du Figaro. Ah ouais, mais on ne dit pas tout, on dit pas souligné. tout. Oui. Ah, caisse noire, j'ai pas dit ça, non. Caisse noire au-dessus. Et enfin, Bernard Joubert, hein, journaliste, auteur de bande dessinée, spécialiste de la censure, auteur de nombreux ouvrages sur la censure donc. Dans le cinéma, Images interdites, une histoire de la censure et surtout son dictionnaire des livres et journaux interdits. Il est membre de l'Observatoire de la liberté de création et animera la deuxième partie de cette table ronde demain à la CAR à 14h30 sur la censure dans la littérature. Voilà. Et enfin, moi-même, hein, je suis réalisateur, ancien réalisateur à la Cour pénale internationale de La Haye. J'ai été invité l'année dernière au Festival Groland pour présenter un film qui s'appelle Les Trois vies du Chevalier, qui était l'histoire de la liberté de penser en France depuis l'Ancien Régime jusqu'à aujourd'hui. Et accessoirement, je suis vice-président du syndicat national des auteurs et des compositeurs, qui est un très vieux syndicat qui a été créé en 1946 par Henri Janson, Prévert et Cocteau, et qui représente aujourd'hui 1200 membres, tout répertoire confondu. Voilà. Et pour revenir au cœur de notre débat, alors on sait bien, pour un peu partir un petit peu large, on sait bien que la censure touche malheureusement tous les arts et toutes les expressions, qu'elle s'est manifestée différemment selon les époques, les civilisations, les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux, et que dans sa nature, elle peut être autoritaire, ça c'est ce qui est le plus visible, hein, c'est-à-dire ça va de l'interdiction de la diffusion de l'œuvre à sa restriction, c'est-à-dire on restreint les catégories de public qui peuvent y avoir accès, mais aussi on peut très bien faire en sorte qu'elle puisse être mutilée, c'est-à-dire on exige des coupes. Alors, pour ce qui est du cinéma, je voudrais d'abord poser la question à Bernard Joubert, c'est qu'y a-t-il une recrudescence de la censure? Alors est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est une réalité? On en parlait tout à l'heure. Est-ce que finalement il y a plus de censure qu'avant? Est-ce qu'il y a moins de censure? Où est-ce qu'on en est? Non, je ne crois pas. Enfin, moi, j'ai toujours, depuis 30 ans que je m'intéresse aux questions de censure, toujours entendu dire c'est le grand retour de la censure, mais bon, elle n'est jamais vraiment partie, donc elle n'a pas besoin de revenir. Elle est là, et je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de la censure officielle, c'est-à-dire les interdictions administratives, les condamnations judiciaires, pour ce qui est du cinéma, c'est beaucoup plus libre qu'auparavant. Il y a peut-être des phénomènes d'autocensure et puis d'autres problèmes actuels, notamment avec les visas d'exploitation qui sont assez souvent annulés suite à des plaintes de l'association du pouvoir. Mais globalement, je trouve que le cinéma est beaucoup plus libre qu'il n'était quand j'étais adolescent et qu'on refusait les visas d'exploitation de films d'horreur comme Zombie, comme Massacre à la tronçonneuse, comme Mad Max. Bon, voilà, des refus de visa d'exploitation, il n'y en a plus hein, depuis très longtemps. Donc non, globalement, je ne vois pas de recrudescence de la censure récemment. Des phénomènes nouveaux. Je voudrais poser une question à tout le monde, j'y répondrai aussi. Alors, est-ce qu'on peut tout montrer, mon cher Jean-Pierre? Théoriquement, oui. Dans les faits, on n'en montre pas tout parce que ce qui joue le plus, c'est l'auto-censure. Les gens savent qu'ils vont avoir des problèmes s'ils montrent telle ou telle chose, donc ils ne les montrent pas. Et là, je pense que c'est pas nouveau, que la vraie censure, la plus redoutable, elle est là. C'est l'autocensure, qu'elle soit de la part des créateurs, et c'est pas réservé aux cinéastes, qu'elle soit propre aux créateurs, ou qu'elle soit le fait de ceux qui les financent, qui les produisent. Si on veut faire un film qui va faire l'éloge de la pédophilie,
Il m'étonnerait beaucoup que M. Martin Karbitz me file du pognon pour faire un film qui va avoir des problèmes, des cinglés qui vont venir foutre le feu aux salles. Donc un film, je ne pourrais pas le faire. Il sera censuré avant même les lycées. Alors, j'ai envie d'ajouter, puisque bon, je suis la parlementaire de l'équipe, donc celle qui s'occupe des lois, et je dirais que même si certains films ont le visa pour pouvoir donc sans problème être diffusés dans les salles, le pouvoir local des maires est important. C'est-à-dire que sur un sujet comme ça, même s'il y a un visa d'exploitation, un maire dans une commune peut dire surtout pas de ça dans ma commune. Donc c'est vrai sur certains films qui peuvent être qualifiés de pornographiques, etc., mais aussi sur certains films qui amèneraient des débats politiques qui ne seraient pas ou bien gérés, parce qu'il faut aussi gérer après certains discours, ou tout simplement pas acceptés par la couleur du conseil municipal. La télévision aussi peut peut-être avoir une influence très négative sur la production cinématographique, parce que on ne produit pas certains films parce qu'ils ne vont pas passer à la télévision ou parce qu'ils vont être interdits moins de 18 ans. On sait qu'ils vont être interdits moins de 18 ans, donc ils ne vont pas pouvoir être pris par les grandes chaînes à des heures décentes. Ça, c'est peut-être aussi un phénomène nouveau qui pèse sur le cinéma. Je vais me poser la question à moi-même. Alors, est-ce qu'on peut tout montrer? Ma réponse est oui. Je pense que la fonction de l'artiste, depuis la plus haute antiquité, c'est d'être l'expression de l'inconscient collectif, c'est d'interroger la société, d'être son miroir, donc son miroir déformant ou son miroir grossissant, mais en tout cas, la fonction sociale de l'artiste, dans sa véritable nature, c'est de pouvoir avoir la possibilité de restituer à la société qu'il nourrit ses propres images. Alors, donc là, ça c'est mon point de vue personnel. Je pourrais juste me retourner à nouveau vers Bernard en lui demandant de nous faire le distinguo entre la liberté d'expression et la liberté de création. Parce que je crois que c'est pas forcément clair pour tout le monde. La première fois que j'ai entendu parler d'une différence entre ces deux concepts, c'était il y a une dizaine d'années, quand il y a eu un manifeste pour la liberté de création qui a donné lieu après la création de l'Observatoire de la liberté de création. Et ce manifeste est toujours d'actualité, on le trouve sur Internet, sur le site de des droits de l'homme. Ça consistait à dire qu'il fallait arrêter de traiter juridiquement la fiction comme si c'était un message, qu'un écrivain qui écrit un roman, il a peut-être l'intention de faire passer un message, mais que son message va être tellement brouillé par l'œuvre, par la fiction, et pareillement par un artiste qui va faire une sculpture, une peinture, que finalement son message à l'arrivée il va être très peu clair. Et si ce que je vous dis là maintenant, c'est un message, c'est pas une création artistique. Et ce que je dis, c'est ce que je veux dire. Maintenant, si j'en fais une sculpture, vous allez l'interpréter et chacun va avoir sa propre interprétation. Voilà, l'œuvre est dans le regard de celui qui la regarde. Et donc, c'était ça l'idée du manifeste, c'était qu'on arrête de poursuivre un écrivain, comme il y avait eu Benny Burkett qui avait écrit un roman qui s'appelait Pogrom, chez Flammarion, et il y avait de longs monologues antisémites du personnage principal. Et il avait été poursuivi, c'était à l'initiative du parquet, c'est pas une association qui a porté plainte, voilà, pour racisme, antisémitisme. Bon, il avait été relaxé au nom de la liberté de création, mais il fallait un petit peu faire entrer dans les mœurs juridiques que ce que un critique peut dire d'une œuvre. Un critique peut dire cette œuvre est raciste, mais un juge, il vaut mieux pas qu'il s'en mêle. C'était ça l'idée de départ, le point de départ. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'Observatoire de la liberté de création? C'est au sein de la Ligue des droits de l'homme, donc moi je ne le représente pas, j'en fais partie parce que j'étais au départ
au manifeste, et puis que maintenant j'y suis toujours. Ça regroupe des organismes d'artistes, d'écrivains, de la Société des gens de lettres, de musique, de théâtre, et qui, on va dire, font un peu du lobbying auprès des parlementaires pour essayer d'obtenir certaines modifications législatives, mais quotidiennement, tout du moins une fois par mois, l'Observatoire va faire un communiqué de presse pour soutenir un artiste qui a un problème localement, parce qu'il a exposé, il devait exposer dans une ville, et puis ça ne peut pas se faire. Alors ça va être parce que le conseil général est choqué par ce qui est exposé et retire la subvention à l'association ou le lieu. Ou alors il peut y avoir un procès fait à un artiste et l'Observatoire va le soutenir. Voilà, l'activité la plus courante, c'est ça, c'est le soutien à des écrivains, à des artistes, des cinéastes. Je voulais juste faire une parenthèse en ce qui concerne les images. Quand je vous disais au début de mon intervention que la manifestation de la censure a été très différente selon les époques, je rappelle qu'à Rome, dans la Rome antique en tout cas, des fresques pornographiques étaient peintes chez les patriciens. Il y en avait à Pompéi, il y en avait à Herculanum. Aujourd'hui, quand je prends le rapport de l'Observatoire de la liberté de création, on se rend compte que des représentations à la mode du grotesque, c'est-à-dire que ce que c'était initialement, ont été interdites, pas plus tard que l'année dernière, dans un petit village à côté de chez moi, à Moustier-Sainte-Marie, où dans le musée de la faïence, un plasticien avait souhaité refaire une représentation de ce qu'était le grotesque au moment de Rome, et la veille de l'inauguration, pour revenir au pouvoir grandissant des collectivités territoriales en matière de censure, la veille de l'inauguration, tout avait été... alors c'était pas muré, ils avaient remis des palissades et la maire n'a pas voulu que cette exposition ait lieu. Donc les images jusqu'à l'apparition du cinéma, c'était des images fixes. Donc j'imagine que, je m'excuse de monopoliser Bernard Joubert, mais c'était essentiellement des images que l'on retrouvait dans des ouvrages. Donc est-ce que le sort de ces images jusqu'au moment de l'apparition du cinéma ont été largement censurés à partir de l'époque classique, quoi, avec la montée du puritanisme religieux en France. T'as pas d'exemple? C'est-à-dire que si, mais je vous confirme sur non, mais parce qu'avant d'en arriver aux images qui bougent, je voulais juste qu'on ait un petit rappel des images fixes. Disons qu'au début de l'invention de la photographie, la première chose qu'on a faite, c'est de filmer des dames, photographier des dames nues. Et quand c'était, on voyait les poils, par exemple, ça tombait sous le traje bonne mœurs. C'était une loi qui existait avant, qui n'existe plus depuis 1994. Les poils, le trajet les bonnes mœurs. Et ils auront tragé les bonnes mœurs jusqu'en 1973. Bon, maintenant on les rase, c'est autre chose. Donc, à partir de l'apparition du cinéma, 1895, où il y a eu effectivement ce même type de petits films érotiques, peut-être pas pornographiques, mais en tout cas érotiques de la même façon dont vous parlez des photos, jusqu'en 1945, jusqu'au moment de la création du Centre national du cinéma. Quel a été le sort, Madame la sénatrice, si vous le savez, jusqu'à l'apparition du Centre national du cinéma? Est-ce que la censure a été exercée sur des films à caractère érotique ou à caractère pornographique? Parce qu'à partir de 1945, je ferai un petit topo sur la législation aujourd'hui. Mais la censure n'avait pas à s'exercer, les films n'avaient pas des licences légales. Les films pornographiques étaient des films clandestins. Et pour les autres, il y avait déjà la commission. Il n'était pas présenté à la censure. Il y avait déjà une commission de censure également. Avant 1940, elle date de la Première Guerre mondiale, la commission de censure.
Et elle a été créée parce qu'il fallait Oui, surveiller les actualités, des choses comme ça. Les premiers ennuis du cinéma avec la censure, c'était des censures locales. C'était des maires, c'était des censures régionales. La censure a été instaurée pendant la Première Guerre mondiale contre les films pacifistes. Contre les films Pacifistes. Oui. Ou pro-Bosch. Donc, avec la guerre finie, c'était les films avec des petites jupettes. Enfin, c'était le film érotique. Et les affiches, le matériel publicitaire. Tout en continuant quand même d'interdire des films pour des raisons politiques. Cuirassé Potemkin a été interdit, Zéro de conduite a été interdit, enfin, pour citer des films qu'on a dans nos mémoires. Oui, il y a des films comme Nuit et brouillard, etc. Hein. Bon, il y a des films plus légers, comme Dieu ait créé la femme, hein, avec Brigitte Bardot, bon, là aussi. Hein. Je crois qu'il y a eu un refus de visa. Il n'y a pas eu un refus de visa, mais ça a été quand même une évolution de la censure, entre guillemets, puisque je crois que notre société a besoin aussi de la censure pour la contourner et faire avancer. Voilà, je pense que ça c'est important. Donc moi, en tant que législateur, je m'en rends compte, c'est-à-dire qu'en fait, enfin vous au quotidien aussi, mais il y a un certain niveau de censure à l'instant T de notre vie. C'est-à-dire que ce sont des films politiques, ce sont des films de guerre, ce sont des films où il y a un peu de cul, excusez-moi, mais voilà. Et ce qu'on accepte à une époque, on ne l'accepte pas quelques années avant, ou on ne l'acceptera pas quelques années après parce qu'on a une recrudescence de cathos intégristes, etc. Et donc, je crois que, enfin pour moi, hein, c'est peut-être un peu provocateur, mais c'est pas ici que ça choquera, la censure sert aussi à faire avancer, d'abord à donner une image à l'instant T de notre société, ce que les uns et les autres, bien pensants, élus, etc., sont capables d'accepter, ce que les uns et les autres cinéastes, acteurs, jusqu'au bout du bout, ils peuvent provoquer. Et tout ça fait que, en quelques années après, parce que ça, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un film d'aujourd'hui, mais avec le recul, on peut dire, ah oui, à telle époque, ce film ou cette provocation, où justement la limite, et les uns et les autres se battent contre cette censure, ont fait avancer. Et aujourd'hui, il y a quelques reculs divers et variés, enfin c'est ce que je pense. Et donc, je crois que c'est quand même la censure, pour moi, c'est la température de notre société. D'accord, donc elle est nécessaire. Ah, mais c'est une question. Quelque part, oui. Si on veut prendre la température. Voilà. Qu'est-ce que Jean-Pierre et Bernard en pensent? Je suis en total désaccord. Comment admettre un quart de seconde la censure Déjà, pourquoi le visa d'exploitation? Il y a des cas où il n'y a pas de visa d'exploitation. Non, je pense que c'est une situation très curieuse où on n'a pas le droit de projeter un film. Par avance, a priori, comme ça, il est interdit de projeter un film. Pour projeter un film, il faut aller demander une autorisation. Les États-Unis, notamment, vous faites un film, vous le projetez. Voilà. Donc, ce n'est pas obligatoire d'avoir ce système de visa d'exploitation. Même si aujourd'hui, il n'est plus utilisé depuis très longtemps, hein, le refus de visa. Pourquoi est-ce qu'on garde encore ce système? Pourquoi on ne se contente pas de, comme la commission s'appelle aujourd'hui, un système de classification? C'est une commission de classification. Voilà. Pour ce qui est du cinéma, hein, donc la commission de classification du Centre national du cinéma, qui se réunit en séance plénière assez régulièrement, je crois que c'est tous les 15 jours, maximum tous les mois, elle réunit à la fois des professionnels et à la fois des membres des associations familiale. Donc, à chacune de ces séances, il y a des discussions qui sont faites après la projection d'un film pour dire si oui ou non il sera interdit au moins de 12 ans, au moins de 16 ans, au moins de 18 ans, ou est-ce qu'il sera classé X. Je reviendrai sur la nuance entre le moins de 18 ans et le classé X. Bon.
Il est bien évident, tel que je l'ai compris, qu'en fonction des membres qui se réunissent, un film, c'est un peu une loterie, hein, n'aurait pas forcément le même sort à la commission du mois de janvier qu'à la commission du mois de février. Toujours est-il que la commission donne son avis à la ministre ou au ministre de la Culture, qui lui ou elle donnera le fameux visa d'exploitation, sans lequel, comme l'a dit Bernard Joubert, le film ne pourra pas être projeté en salle. Alors, juste le petit distinguo entre le moins de 18 ans et le X, c'est que on peut avoir fait un film qui soit interdit aux moins de 18 ans, mais qui ne soit pas classé X, et de toute façon, tous les films classés X sont interdits aux moins de 18 ans. Le classé X est une pénalité fiscale, en fait, supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a un taux de TVA majoré. Je ne sais pas le montant, enfin, il doit être sans doute de 20%, alors que la TVA sur le cinéma est de 5,5, enfin sur le ticket d'entrée. Et 20% des recettes seront prélevées pour remettre dans le pot commun du Centre national du cinéma, qui le redistribuera, comme il est écrit, à des films de qualité. Sous-entendu, c'est-à-dire se des films comportera X. en mère Macrel. Hein? Pardon? C'est-à-dire se comportera en mère Macrel. Oui, absolument. On va faire la pute au cinéma porno, à condition que le cinéma porno, en faisant la pute, nous donne un pognon. Voilà. Donc ça c'était. Et puis pour le CSA, hein, pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui s'occupe essentiellement de la télévision. Alors là, il n'y a pas d'interdiction, puisque c'est très difficile d'interdire à un public qu'on ne voit pas parce qu'il est distant, et donc il est dans un cercle familial, on ne peut pas lui interdire de regarder un film. Donc la signalisation est un peu différente, hein, puisqu'on parle, il est déconseillé, alors là c'est un peu plus large, au moins de 10, au moins de 12, au moins de 16, et au moins de 18 ans, avec la fameuse pastille qui a remplacé le fameux carré blanc de notre enfance. Que les moins de 50 ans. Voilà, que les moins de 50 ans. Excuse-moi, je reviens sur la question du cinéma X, du cinéma porno. Le terme X n'existe pas dans la loi française, mais c'est pas simplement une question de surtaxe, c'est que tu n'as pas le droit de projeter un film pornographique dans une salle qui n'a pas été dédiée à ce genre de film. Et comme aujourd'hui il n'existe plus aucune de ces salles, sauf une seule à Paris, si un film est classé X, il n'y a tout simplement pas de salle qui ont le droit de le projeter. Donc ce qui revient directement à interdire le film. Ah, est-ce qu'il y a un micro pour le... Alors j'en profite avant que le micro n'arrive. Je ne voulais pas que mon voisin pense que je défendais la censure. Moi je pensais censure comme quelque chose de factuel qui existe depuis quelques années. Voilà. Je sais, on est là aussi pour faire bouger le débat et pour se provoquer un peu. Donc moi j'ai parlé de censure parce qu'elle existe. Je n'ai pas dit que je trouvais normal et que je la défendais. Voilà. On avait bien compris. Voilà, non, mais on avait bien compris. Voilà. Et pour moi, donc vous, ça vous oblige à vous battre contre elle. Et moi, je dis qu'elle fait avoir aux uns et aux autres des stratégies pour la détourner et pour donner la température de notre société à un certain instant. Mais je ne la défendais pas. Elle gagne, et dans Voilà, le domaine de l'élément qu'elle elle a existe. gagné la censure. C'est-à-dire que ce n'est pas des films qui sont interdits, c'est tout un genre cinématographique qui a été éradiqué, qui a été tué. Il n'y a plus de cinéma porno. Au cinéma, le genre cinématographique n'existe plus. Au cinéma, c'est la vidéo. Oui, c'est la vidéo à la demande. C'est la vidéo à la demande. Les salles X, permettez-moi juste, là je t'aligne un peu depuis quelques temps, parce que j'ai exercé pendant 35 ans la profession de directeur de salle de cinéma. Donc je connais un petit peu ces questions. Je voudrais faire une petite remarque quand même sur le visa d'exploitation. Le visa d'exploitation, dans une certaine mesure, protège les créateurs. Parce que s'il n'y avait pas de visa d'exploitation nationale, ce seraient les maires qui auraient un pouvoir. Or, évidemment, on a bien vu, et je sais, j'ai travaillé 17 ans à Tours, par exemple. Le maire était Jean Royer. Ça me rappelle quelque chose. Mais, or, dans la mesure où il y a un visa national, pendant toute l'époque où j'ai été directeur de salle, jusqu'à 8 ans, ça
empêche quand même quelque part, à part des actions d'associations genre promouvoir, ça empêche quand même des actions d'interdiction dans une salle. Ça c'est la première remarque. Est-ce que là, dans les films, il n'y a pas le visa d'exploitation, les films ne sont pas protégés? Mais un visa d'exploitation, monsieur. C'est en Belgique, il me semble aussi qu'il n'y a pas de visa. Le visa d'exploitation dans le système français, qui est un système extrêmement administré et co-géré entre l'État et la profession, on co-gère le fonds de soutien. Dans le système français, un visa d'exploitation, c'est donné aussi, c'est pas uniquement pour une raison de censure, c'est donné parce que le film est agréé. Un film a un agrément. Non, stop, c'est pas la même chose. On va pas rentrer dans ce débat, mais le visa d'exploitation n'est pas l'agrément. C'est-à-dire que pour avoir un agrément, il faut avoir eu son visa d'exploitation. L'agrément d'un film est subordonné à une liste de critères essentiellement économiques, je dirais de qualité française. Il faut que tous les prestataires soient majoritairement français, il faut que tous les techniciens, les acteurs aient eu leur contrat de travail signé, tamponné par la production, qui puisse la justifier auprès du ministère, et à ce moment-là, on donne l'agrément. Donc le visa d'exploitation et l'agrément, c'est vraiment deux choses distinctes, parce qu'il y a beaucoup de films qui ont un visa d'exploitation, et parce qu'ils ont été faits à la marge du système financier de l'industrie, qui n'auront pas leur agrément. Donc alors après, on peut parler de censure économique, après on peut parler d'autres choses, mais c'est exactement, c'est exactement le cas de mon film qui a été présenté cet après-midi, Les Aventures d'Edith-Hurley, qui a eu le visa d'exploitation, qui est sorti en salle pendant 3 mois en 1989, mais qui n'avait pas eu l'agrément. Alors le fait de ne pas avoir l'agrément, par exemple, le distributeur ne pouvait pas avoir de subvention pour payer les affiches, les dossiers de presse, l'attaché de presse, etc., etc. Donc c'est une certaine forme de censure aussi. Maintenant, juste, je voulais rajouter une chose. Le débat sur le cinéma X, classé X, n'a plus lieu d'être parce qu'il n'y a plus de cinéma X en salle, à part au Beverly. À part au Beverly, mais non, ce sont les exploitants simplement qui ont fait le constat qu'un étant taxé à 33% de toute façon, et devant le fait de l'énorme marché, quand même me le dire, l'énorme marché représenté par les DVD, par la vidéo à la demande, par le téléchargement, cet énorme marché a évidemment complètement tué le cinéma pornographique en salle. Donc ça, c'est un effet mécanique, mais on ne peut pas justifier la cause par le résultat. Donc alors, si on en revient à cette fameuse commission de classification, moi, il y a quand même quelque chose qui m'interroge depuis longtemps. Je sais que Jean-Pierre Bouixou, comme il l'a dit à Gérard Trouillet, se préparait à ce débat depuis 40 ans. Moi, je me prépare aussi depuis longtemps. Moi aussi, je m'y prépare depuis longtemps, parce qu'il y a quelque chose qui m'interroge depuis très longtemps, en fait, c'est que pour cette fameuse classification, on met dans la même catégorie le sexe et la violence. Et que de mon point de vue, et on posera la question à notre législatrice, il serait bon petit à petit de dissocier le sexe et la violence, tout en étant bien d'accord que le sexe, tel qu'il est représenté, ne doit pas porter atteinte à la dignité humaine. Parce que ça pourrait être du sexe violent, ça pourrait être du sexe violent, du viol, enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent rentrer là-dedans. Donc en fait, moi, ce que je m'interroge, et il y a peut-être un sociologue dans la salle, c'est comment se fait-il que on tolère que le système, y compris le système légal, tolère la violence, enfin est très complaisant par rapport à la violence, alors que, donc, ce qui fait du mal, alors que vis-à-vis de ce qui fait du bien, c'est-à-dire en l'occurrence le sexe, cette même législation est très restrictive. Donc je voudrais savoir tous les trois ce que vous en pensez. Bon, je sais qu'il y a une arrière-pensée de religiosité dans ce que je suis en train de raconter, mais y aurait-il une réforme possible à terme? Là, je voulais juste commencer. Juste une toute petite parenthèse avant de poursuivre. Il y a une troisième catégorie de
de films qui peuvent être censurés, une troisième forme de censure, prétexte de censure, c'est le trouble à l'ordre public. L'âge d'or de Buñuel, qui a été interdit quand même pendant plusieurs décennies, n'était ni un film porno, ni un film proprement parlé violent. Simplement, ça a mis le bordel. Il y a eu des manifestations dans la salle qui projetait le film, et on a décidé d'interdire le film parce qu'il troublait l'ordre public. Et plus récemment, vers le milieu des années 50, il y a eu un film lettriste d'anti-concept de Gilles Wellman, des papas de l'international situationniste, qui était un film sans images et sans son. C'était du noir et du blanc qui était projeté sur un ballon sonde et non pas sur un écran. C'était de la pure provoque. Le film a été interdit totalement, et il est toujours. L'interdiction n'a toujours pas été levée. Le film est interdit. Et sous quel prétexte? Parce qu'il allait à l'encontre de tous les préjugés culturels de son temps. Il était gênant, donc on l'a interdit. Ils auraient coupé le noir ou ils auraient coupé le blanc? Il n'y a pas de cul gênant, il n'y a pas de cul, il n'y a pas de violence. Ils auraient dû demander des coups. Ça, j'ai bien compris, mais de votre point de vue, serait-il souhaitable de dissocier ces deux aspects? Parce que ça soit au CSA ou que ça soit au CNC, quand on regarde la grille de classification, je pourrais la lire si ça vous intéresse, on retrouve systématiquement un film dont le caractère violent ou pornographique pourrait... C'est dans toutes les lois de censure, si vous voulez en parler. C'est dans l'article 227-24 sur un message pornographique ou violent ou portant gravement atteinte à la dignité humaine susceptible d'être perçue par les mineurs. C'est dans la loi de 49, dans son article 14. C'était dans l'article 14 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui permettait au ministre de l'Intérieur d'interdire des publications d'origine étrangère. Sexe, violence, ça se retrouve un peu partout. Ils sont toujours associés. Donc j'imagine qu'il n'y aura jamais une volonté de les séparer spécifiquement pour le cinéma. Ça j'entends, mais c'est votre point de vue qui m'intéresse. C'est pas est-ce qu'il n'y aura jamais de volonté, c'est est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de dégager le sexe de la violence? Je ne sais pas s'il y a une volonté, mais je pense que ça vient petit à petit. On le voit bien. Aujourd'hui, la violence, hier, ça a été la guerre, ça a été les guerres d'Algérie, ça a été ce qu'on disait sur un certain nombre de films qui étaient acceptés ou pas. Tout ce qui tournait donc autour de cette censure politique, je dirais plus qu'au niveau d'une certaine violence, parce que la guerre c'était violent, mais c'était plus la politique qui avait autour. Je crois que voilà. Aujourd'hui, j'allais dire le porno, après chacun en pense ce qu'il veut, il est passé dans les mœurs ou pas, chacun le gère ou pas. On ne le gère pas toujours en famille quand les enfants tombent sur les tablettes et qu'il n'y a pas le contrôle parental, mais je veux dire, chacun sa merde, quoi. On gère ou on ne gère pas au niveau familial. Par contre, ce que je ressens, moi, là où je suis, donc au Sénat, cette violence du djihadisme, du salafisme, des intégrismes, devient quelque chose que l'on vit au quotidien, pas encore tout à fait, mais que l'on met tout le temps sur le devant de la scène par rapport à des événements, par rapport à des... Faut-il légiférer, ne faut-il pas légiférer, etc. Et donc on se retrouve avec... C'est pas de la politique comme on l'entendait donc à une certaine époque, comme je le répète sur l'Algérie ou d'autres, c'est vraiment cette violence parce qu'aujourd'hui on ne sait pas comment se positionner par rapport à cette violence, ce djihadisme, ces intégrismes. Et donc, on cherche d'où ça vient. Et donc, ça vient, pas du cinéma, mais ça vient par Internet, ça vient par
une forme d'embrigadement. Alors est-ce que ce qu'utilisaient les sectes, donc des formules répétées. Donc les gens en général, je fais exprès d'employer le mot les gens, ou les législateurs, parce que nous ne sommes que des gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas où regarder, ils ne savent pas comment faire. Donc moi je pense que cette censure va revenir. Vous voyez bien les problématiques par rapport Twitter, Facebook, Instagram, etc. C'est pas le cinéma, si vous voulez. Mais ça risque d'avoir des corrélations sur une année à venir politique, présidentielle, législative. Là, je suis dans mon rôle. Je ne vais pas vous la faire, mais enfin quand même. Je pense qu'on risque d'avoir ces questionnements sur une censure, donc qui se justifie ou pas, mais qui existe et qui va venir sur le devant de la scène. Et si j'ai bien compris, vous êtes quand même favorable à une distinction progressive, parce que vous dites que finalement elle est inéluctable, entre le sexe et la violence. Que ça ne soit pas catégorisé de la même façon. Parce que moi, je reviens toujours au même credo. Entre ce qui fait du mal et ce qui fait du bien, ça n'a pas le même traitement. Enfin, on voit bien ce qui se passe dans les séries à partir de 20h30 à la télévision. Enfin, c'est du meurtre. Hein. Je ne vais pas donner les titres de ces fameuses séries, mais enfin, on est très complaisant par rapport à la violence et très restrictif par rapport au sexe. Ça ne répond pas à ta question, mais ça me fait penser que quand on étudie l'histoire des lois, la façon dont elles ont été discutées par les parlementaires, c'est souvent par amendement que les deux sont accolés. C'est-à-dire que la loi pour le classement X, c'était la pornographie qui posait problème. Hein. Tout d'un coup, les cinémas parisiens, la moitié des cinémas parisiens pour reprocher des films pornographiques. Et donc on commence à préparer une loi contre la pornographie. Puis il y a quelqu'un qui dit « Ah, il faudrait quand même mettre la violence aussi. » Ah bon, on met la violence. Pareil pour l'article 227.4, le sénateur Jolibois prévoyait au départ simplement une loi sur la pornographie, et puis en commission mixte paritaire, c'est Michel Vauzel qui avait dit qu'il faudrait mettre aussi la violence, et hop, ça y est. Mais au départ, on pensait traiter juste un des deux problèmes, et puis il est bien de mettre les deux. Jean-Pierre, Madame Laborde a... Oh, c'est pas... Si. Vous avez soulevé une question très intéressante avec les images de Daesh. Hier soir, à Toulouse, il y a un réalisateur qui s'appelle Jean-Louis Comolli, à l'ombre blanche, qui a parlé, il a fait un bouquin là-dessus. Et évidemment, avec ça, les images de Daesh que l'on peut voir sur YouTube, que ce ne serait peut-être pas la meilleure chose possible, que la meilleure chose à faire, que de passer des images comme ça au cinéma. Je crois que ça a été le problème du film salafiste. Enfin, je ne sais plus qui a eu finalement une restriction, je crois, au moins de 18 ans. Dans mon souvenir, la commission voulait 18 ans, mais la ministre a pris 16. Hein. Elle a pris 16, oui, je n'ai pas regardé. C'était assez étonnant. Ouais. Parce que justement, pour les raisons que vous dites, c'était pas une violence. Je mets les guillemets à classique, enfin je ne sais pas comment il faut dire, parce que c'est vrai ce que vous disiez, monsieur. Tous les soirs, vous allumez la télé, vous ne savez pas vers quelle chaîne appuyer, les séries violentes et compagnie. Mais il ne faut pas regarder la télévision, il faut aller au cinéma. C'est très important. Vous avez tout à fait raison. Absolument. Mais si on allume la télé, on passe d'une chaîne à l'autre et ce sont des séries qui sont... Voilà. Mais c'est pas la vraie vie. Et donc ce film qui a été un petit peu encadré, donc c'est vrai, vous avez raison, je crois que finalement ça a été les moins de 16 ans, parce qu'on dit, voilà, là c'est du vrai. Donc c'est vrai qu'aussi c'est au rôle des adultes que nous sommes, hein, de dire à des enfants, à des adolescents, la différence entre ce qui est la vraie vie, ce qui est la fiction, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut se poser un vrai problème, donc, mais là on sort du cinéma strict, sur les YouTube et compagnie. C'est sûr que où est la frontière entre des séries qui sont limites, mais bon, et des choses qui se passent pour de vrai. Ça, c'est vrai que... Et c'est pour ça que tout à l'heure, bon, moi,
vous parliez, il faut bien en sourire, qu'est-ce qui fait du bien et qu'est-ce qui fait du mal. Donc c'est pour ça que j'étais pas partie sur ce qui était sexe et porno, parce que je considère que ça peut faire du bien jusqu'à certaines limites, bien sûr. Je suis quand même féministe, donc le viol, etc. Voilà. Non mais on y reviendra. Cette question-là. Non, mais voilà. Et de défendre. Non, mais je préfère le dire, ça va mieux en le disant. Donc j'estime que le sexe fait du bien et que la violence moins, mais ça dépend jusqu'où on assume le sexe. Mais ça va mieux en le disant. On a une question dans la salle, Jonah. Oui, je suis d'accord. Vous parliez de quel film salafiste, Cosmorama ou c'est lequel? Je ne l'ai pas vu, c'est un film qui est composé uniquement de vidéos faites par les salafistes et où on les interroge. Il n'y a aucun commentaire off, il n'y a aucune présentation autre. C'est brut comme ça. Et pour le réalisateur, il s'agit bien de les dénoncer en les montrant simplement. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'au sein de la commission, je connais des gens qui sont des critiques de cinéma violemment opposés à la censure, qui sont pour l'interdiction moins de 18 ans, ils ne sont pas contents que la ministre ait mis 16. Ouais. C'est un sujet qui divise. Je ne comprends pas trop, mais... autre question, vous disiez que pour pouvoir diffuser des films pornographiques, il fallait que ce soit des salles dédiées, c'est ça? Mais en fait, il y a quelques années, dans le cadre du festival... on peut exceptionnellement projeter un film. Ah, d'accord. Parce qu'il y en a eu plusieurs qui ont été... Oui, parce que là, il va y avoir l'anthologie Benazeraf, il y a des scènes porno qui vont être projetées tout à l'heure. Et c'est pas que des scènes, c'est carrément un film basé là-dessus. Ouais, qui ont été projetés dans des salles... Excusez-moi, je pense. Je peux finir. Dans des salles qui n'étaient pas dédiées. Donc c'est carrément des films, un genre cinématographique qui était projeté. Après, je ne sais pas au niveau législatif, il y avait des autorisations. Des mouvements de résistance. Et je vous parle de la Cinémathèque de Toulouse. Oui. Bon, la Cinémathèque échappe à certaines réglementations, c'est un statut spécial. Par ailleurs, personnellement, à l'époque où j'ai fait mes premiers courts-métrages, j'appartenais à une mouvance, c'était un mouvement c'était pas un mouvement, c'était très informel, c'était l'underground. Et la censure, on s'en battait les flancs. Les films n'étaient pas destinés à être projetés dans les salles publiques, ils étaient destinés à être projetés dans des festivals marginaux, dans des festivals de rock, dans des cinémathèques, dans des arrière-salles de bistrots. Donc la censure, on l'ignorait complètement. Mais Benazeraf a été, au moment de la loi sur la classification, le Xage des films, a été le seul cinéaste courageux pour renvoyer sa carte professionnelle déchirée en 4 au Centre national du cinéma en disant si ça se passe comme ça, moi je rends ma carte de réalisateur professionnel et je continue de faire des films et je vous en ai. Et il l'a fait. D'accord. Dernière question, parce que ça me fait penser, ça m'amène une autre idée, une autre question. Comment vous positionnez, vous, dans cette dialectique entre l'underground clandestin, enfin la clandestinité par rapport à ça? C'est-à-dire c'est une façon de s'adapter à la censure, du coup, le but c'était pas forcément de le rendre public, ce que vous avez dit, et donc de le diffuser dans des petits cercles comme ça. Est-ce que quand même c'est une frustration de ne pas pouvoir le diffuser grand public, ou est-ce que c'est un mode de diffusion qui fait abstraction complète du circuit grand public, ou est-ce que... cette dialectique entre la clandestinité et le grand public, ça m'intéresse. Enfin, j'aurais savoir, est-ce que vous en foutez complètement personnellement, que ce soit... vous militez pas forcément pour que ce soit reconnu au niveau grand public, ou vous en foutez, ou vous vous adaptez, ou comment c'est... Le problème n'était pas tout à fait là, c'était exactement comme des jeunes gens qui ont envie de faire un journal, ils n'ont pas de fric, ce qu'ils veulent dire n'intéressera pas un patron de presse, ils vont faire, ou ils faisaient plutôt, ils vont faire un blog pour aller sur Internet, mais il y a encore quelques temps, ils faisaient un fanzine polycopié qui diffusait à quelques centaines ou quelques dizaines d'exemplaires. C'était un petit peu l'équivalent de ça. Est-ce que c'est par dépit ou c'est vraiment revendiqué
C'était revendiquer une marginalité, et c'était un bras d'honneur aussi au cinéma dominant. C'était ne pas avoir les moyens de faire des films et en faire quand même. Je voudrais apporter une précision, parce que alors, les cinémathèques, je ne sais pas, mais les festivals, eux, sont dans un vide juridique, puisque même si on n'a pas encore de visa d'exploitation, on a quand même le droit de diffuser le film dans un cinéma, enfin, dans un cinéma d'un festival. Pour ce qui est des salles de cinéma dites agréées, le camarade exploitant pourra le confirmer, le film a forcément son visa d'exploitation dès lors qu'il s'agit de séances commerciales. Ce qu'on appelle une séance commerciale, c'est une séance où il y a une billetterie qui est faite par le CNC, donc avec une répartition des droits, mais sous la houlette du CNC dans une représentation, avec un achat de tickets à l'entrée. Alors après, un cinéma peut très bien, de façon assez exceptionnelle, faire une séance non commerciale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de billetterie, mais ça veut dire que le film n'a pas forcément de visa d'exploitation. Donc ça, c'est aller draguer un par un les exploitants de salles. Et de toute façon, on peut aussi parler de hors-cinéma. C'est-à-dire qu'avec les moyens de diffusion modernes et les très bons vidéoprojecteurs, à partir du moment qu'on diffuse un film ici qui n'est pas une salle de cinéma agréée, il y a quand même du public assis sur des gradins, un écran, un projecteur, et il peut y avoir spectacle cinématographique qui échappe à une quelconque législation, à condition qu'il n'y ait pas forcément de plainte. Le seul cas un peu litigieux, c'est le cinéma de plein air. Alors, le cinéma de plein air, oui, alors à moins qu'on ait complètement fermé l'enceinte et que personne sur les collines avoisinantes ne puisse regarder le film, a priori c'est un sujet sensible et non seulement il faut que le film ait eu un visa d'exploitation, là je parle de plein air, et qu'en plus il ait déjà circulé pendant 1 an dans des salles fermées avec son visa d'exploitation, et qu'en plus on demande une dérogation à la DRAC, c'est-à-dire à la Délégation régionale des affaires culturelles, 1 mois avant la représentation, ce que personne ne fait. Mais dans tous les cas, si on a envie, surtout en tant qu'indépendant, de faire des images et de les montrer, a priori, rien ne s'y oppose. Là, quand on parle de censure, on parle de quelque chose de très prégnant dès lors qu'on parle des mass médias, c'est-à-dire de la télévision ou du réseau de salles agréées de cinéma. Après, si c'est pas du cinéma, le c'est théâtre, quand même des images. Le théâtre, on n'a plus du tout de censure préalable. Ça date de quand, début du XXe siècle, je crois, hein, qu'ils ont abrogé la censure théâtrale. Avant, on écrivait une pièce de théâtre, on la soumettait à la censure qui vous disait si oui ou non vous pouviez faire la représentation. Et c'est vrai qu'il pourrait y avoir des situations ambiguës de projection de films sans visa d'exploitation, avec des gens devant qui bougent, et ça serait une représentation théâtrale. Je précise, dès le milieu des années 60, il y a eu quelques exploitants qui, lorsqu'ils ont vu que ce type de film, Simon Dervant, avait un public, même si c'était un public extrêmement réduit, qu'il y avait des gens qui étaient prêts à payer une place pour voir ce type de film, il y a eu quelques exploitants qui faisaient des festivals, enfin pas des festivals, qui pendant 8 jours projetaient des films underground en séance régulière, annoncées dans la presse. Ils demandaient une dérogation au CNC, et en général, ils l'obtenaient. Et c'était des films qui n'avaient aucune existence légale, qui n'avaient pas de visa d'exploitation. Et qui n'auraient pas pu en avoir, parce qu'ils ne correspondaient pas aux normes professionnelles obligatoires. Personne n'avait de carte professionnelle sur l'équipe. C'est ce que j'ai relevé quand vous avez parlé du vide juridique, entre guillemets. Donc, bon, moi, j'ai pas entendu, bien sûr, parce que je devrais avoir horreur du vide juridique. Mais c'est ce qui permet, justement, de faire un certain nombre de festivals ou de représentations entre deux, on va dire. Heureusement, oserais-je dire qu'il y a encore quelques vides juridiques et qui permettent ce genre de choses, même si ces vides sont quand même
comme vous l'avez dit, un peu encadré sur ce qui est programmation en plein air. Enfin, Oui. parce que là, c'est sûr que si le voisin un peu... les enfants du voisin. Voilà, là, il y aura donc une polémique, et s'il y a polémique, il y aura le vide juridique peut-être, mais on se retrouvera quand même devant un juge, quoi. Donc, Gérard Trouillet, notre hôte, demande la parole. Oui, puisque j'ai le micro, je le garde pour moi. J'avais juste une petite précision avant de poser ma question. Nous, au festival, comme on passe des films souvent qui n'ont pas de visa d'exploitation, soit parce qu'ils n'ont jamais été distribués en France, soit parce qu'ils l'ont perdu il y a longtemps, soit parce que on a interrogé officiellement le CNC, et il nous a été répondu que lorsqu'il s'agit de projections au cours de séances non commerciales, on faisait ce qu'on voulait. Voilà, que l'histoire du visa ne correspondait uniquement à des réglementations dans le cadre d'une séance commerciale. Je ne sais pas si monsieur qui a été exploitant confirme ce qui nous a été dit, mais voilà, qu'un film ait été interdit à une époque, nous on le passe en tant que festival en séance non commerciale, avec une billetterie de festival et pas une billetterie CNC, voilà, ça ne pose aucun problème. Ceci dit, j'avais une question à poser depuis le début, et notamment à nos amis historiens de la censure et historiens du cinéma. On parle beaucoup de sexe, de violence, on ne parle pas de politique. Or, la censure... Ah, pardon, tu voulais y arriver après? Non, c'était plus tard, mais tu peux y arriver bon. maintenant. Donc, censure politique, en France, moi j'ai un exemple, puisqu'on a passé le film il y a 2 ans, c'est Carpita. Sur les quais, a été interdit pendant la guerre d'Indochine, au motif apparemment de atteinte au moral de l'armée, et Carpita... En fait, non, c'est un mythe. C'est Carpita qui l'a fait croire, ça n'a pas vraiment été interdit, le film. Ah, il a eu des gros problèmes, mais il n'a pas été interdit. Écoute, il y a des... Je veux dire, tu confonds avec autre chose. Ce que Carpita disait qui était faux, c'est qu'il pensait que son film avait été détruit, qu'il ne le reverrait jamais. Non, oui. En fait, ils avaient saisi voilà. la copie qu'ils projetaient, et c'était le négatif. Et pour les questions liées au Parti communiste, qui avait changé de politique, qui ne voulait plus que ce film qu'il avait aidé à produire, ne voulait plus que ce film ressorte, Carpita a dit « Je pensais que mon film n'existait plus », mais en fait, c'était très bien, vous pouvez le voir quand il voulait. Le collaborateur de Carpita qui est venu présenter son film nous a expliqué, alors je ne sais pas si c'est un mythe, mais il nous a expliqué que lors de la projection, la police a déboulé dans la salle de projection, est reparti avec les bobines, et les bobines sont parties. Alors ce qui est intéressant, et ça rentre un peu dans le cadre du débat, c'est que en fait, Carpita a été victime de tout un tas de censures, cette censure du pouvoir gaulliste, voilà, pour atteinte au moral de l'armée. Il a été également victime d'une censure interne au sein du Parti communiste, parce que ce qu'il disait n'était pas tout à fait dans la ligne et le parti ne voulait pas de ce cinéma-là. Et il a été en but à une censure insidieuse, je dirais, qui est la censure de l'esprit nouvelle vague, et que son cinéma était tellement hors norme par rapport à ce qui se passait que finalement personne ne l'a défendu. Donc là, alors, je reviens à la question. Il y a d'autres exemples. Il y a d'autres exemples. Octobre à Paris, qui était un film sur la grande ratonnade d'octobre 61, ordonné par Papon, où on retrouve les Algériens aux mains ligotées avec du fil de fer, étaient balancés dans la Seine, où on repêchait les cadavres par dizaines quelques jours après. Il y a un film qui a été fait là-dessus, un documentaire, qui n'a pas été interdit. Il était évident que si on le présentait à la commission de censure, il serait refusé. Donc le film n'avait pas non plus d'existence légale. Il y avait des projections sauvages, et plusieurs fois, il y a eu des descentes de flics, et à chaque fois, les copies étaient... Est-ce qu'il y a eu d'autres exemples? Chris Marker a fait un film sur Charonne. Il y en a eu plein. Il y a eu la bataille d'Alger en 1966. La censure a duré jusqu'en 2005. Il y a quand même des exemples terribles. Et Octobre à Paris a fini par sortir en 2011. Juste une petite anecdote sur le film de Carpita, parce que celui qui a pris le négatif
et qui l'a ressorti, c'est Yves Rousserroir, qui était un producteur de films porno. Je trouve que ça moi, j'en ai un petit peu à Carpita. Qui avait été ulcéré alors que Yves Rousserroir est un type de droite, voilà, mais qui avait été ulcéré que Carpita ait pu être interdit. Et lui, qui faisait des films porno, a dit « je restaurerai cette copie et je ressortirai le film ». C'était juste une parenthèse. Et le négatif était déposé aux archives de Bois d'Arcy, et dans les documents, on voyait que c'était la société de production de Paul Carpita qui avait déposé le négatif aux archives de la Cinémathèque française. Et j'en veux à Carpita un petit peu parce que quand son film est ressorti, j'ai pu discuter avec lui, je suis en presse, et les yeux dans les yeux, comme un ministre socialiste du budget, il m'a dit je pensais que je ne reverrais jamais mon film. En réalité, pendant des décennies, il avait toujours avec lui le négatif. Alors que la censure politique, bon, que j'avais invité l'an dernier Yves Boisset à la fameuse table ronde de Cannes sur censure et autocensure. Et donc, lui, évidemment, sur les 50 films qu'il a fait, toutes catégories confondues, s'en est quand même vu censurer 35. Quand je parle de censure, c'est à divers niveaux, c'est-à-dire soit des refus de sortie, soit du report de sortie, soit de la mutilation, voire pour son film sur la guerre d'Algérie, il s'est fait mitrailler sa bagnole, il s'est fait grenader sa maison, il a été forcé de fuir en Écosse, d'où il nous a fait ce merveilleux Taxi Mauve avec Fred Astaire, mais c'est parce qu'il était en exil. Donc lui, effectivement, quand on l'interroge aujourd'hui, il dit bah oui, mais il n'y a plus de film politique. Parce que le politiquement correct, et là on y reviendra peut-être sur le volet autocensure ou censure économique, hein, ce qui finit par revenir au même, hein, parce qu'on sait bien que dans les pays libéraux, dits démocratiques, il n'y a pas de censure, on ne va pas vous dire que vous n'avez pas le droit de faire. On va juste vous dire, ah ben non, pour votre sujet, on n'a pas d'argent. Donc c'est très difficile de parler de censure en amont, parce que c'est pas une atteinte directe comme ça pourrait l'être dans des pays staliniens au sens large, hein, c'est juste pour le mot générique, où on est forcé de contourner la réglementation, de contourner les canons du pays dans lequel vous êtes pour pouvoir faire vos films. Ça donne souvent des œuvres merveilleuses, hein, comme qu'à l'instar des écrivains du siècle des Lumières qui étaient forcés ou de changer leur nom ou de faire, comme Cyrano de Bergerac, une critique de la société dans son voyage dans la Lune. Ah, ça se passe dans la Lune, il n'y a pas d'atteinte, qu'il n'y a pas d'atteinte au pouvoir royal. Je voudrais... Donc, une petite chose à ajouter sur les différentes catégories. Vous avez parlé à un moment de la censure pour trouble à l'ordre public. Moi, j'ai un cas précis à citer, qui est celui de Roberto Succo, le film de Cédric Kahn, qui est un film qui parlait d'un... Je crois que ce type était une sorte de serial killer, je crois. Un film qui est sorti il y a 10-15 ans environ, et qui n'a pas été passé dans les deux Savoie, dans les deux départements de la Savoie, parce que là, ce sont les exploitants qui ont dit est-il vraiment nécessaire de passer ce film-là nous estimons, en tant qu'exploitants, donc recevant du public, que ce film pourrait causer des problèmes, nos salles pourraient s'en voir attaquées, enfin caillassées peut-être, et donc ils se sont abstenus de passer ce film, qui au demeurant n'a pas eu au niveau national une grosse carrière. J'en profite pour revenir, parce que j'ai entendu le mot tout à l'heure, promouvoir, qui est une association. J'en profite pour revenir aux pouvoirs locaux ou aux pouvoirs associatifs, où Bernard Joubert me disait, mais n'y aurait-il pas façon de mettre, d'un point de vue légal, hors d'état de nuire, des petits potentats qui s'immiscent finalement dans les affaires de l'État, c'est-à-dire de la fameuse commission de classification des œuvres cinématographiques. Donc je voudrais vous parler de Love. Je ne sais pas qui a vu Love de Gaspard Noé. Qui a vu Love de Gaspard Noé? Bon, Love, c'est le premier film, entre guillemets, porno, moi je le qualifie pas porno, en 3D.
Donc il est sorti à Cannes l'an dernier, il n'a pas eu spécialement une bonne critique, mais la fameuse association Promouvoir a décidé de revenir sur la décision de la ministre, hein, à l'époque c'était Fleur Pellerin, pour qu'il y ait un deuxième visionnage, parce qu'il était initialement au moins de 16 ans, il est repassé à 18 ans, Fleur Pellerin l'a remis à 16 ans, et finalement c'est Promouvoir qui a gagné, parce qu'il a été finalement mis à moins de 18 ans. Je voulais juste vous lire, et ça c'est une question pour notre sénatrice, un petit mot du distributeur de Love, hein, qui est Vincent Maraval, qui est le PDG de Wild Bunch, qui dit, on a l'impression qu'il a désormais, donc il, c'est André Bonnet, le fameux président de l'association Promouvoir, on a l'impression qu'il a désormais plus d'influence que la ministre de la Culture au CNC, c'est l'homme qui décide de la classification des films en France. Voilà. Donc, oui, mais alors, donc là, Bernard Joubert m'interrogeait tout à l'heure sur voilà, on fait comment... Un problème législatif. Voilà, c'est qu'il y a un problème législatif. On a parlé des cas des maires ou des préfets, hein, parce que depuis l'affaire Dieudonné, parce qu'il faut bien remettre en perspective l'affaire Dieudonné, où il y a certaines mairies, où il y a certains préfets qui ont interdit les spectacles de Dieudonné, peu importe ce qu'on pense de Dieudonné. Mais ils ont fait jurisprudence, ce qui pour moi était un crime contre la liberté d'expression et de création, même si on n'est pas du tout d'accord avec ce que raconte Dieudonné, ils ont créé une jurisprudence. Donc, maintenant, des maires s'invitent au bal, ou des préfets s'invitent au bal, des exploitants privés qui décident de ne pas diffuser un film, bon alors est-ce qu'ils ont eu des pressions, est-ce qu'ils n'ont pas eu de pression, mais ça ne fait pas partie de l'autorité publique, et surtout des associations. Donc, comment, Madame la sénatrice, on pourrait remettre la balle au centre? Je ne dis pas mettre hors d'état de nuire des associations, même si on ne partage pas leurs valeurs, qui ont le droit d'exister, mais de faire en sorte que la pression sur le ministère de la Culture ne soit pas aussi prégnante. Enfin, qu'on est quand même face, vous en conviendrez tous les trois, à un vrai gros problème. Alors, je suis assez d'accord avec vous, c'est très difficile à gérer parce que, je ne sais plus lequel des deux, je crois que c'est toi, qui parlait de lobbying. C'est vrai qu'on a aujourd'hui du lobbying dans les assemblées. C'est pas parce que je suis sénatrice, mais je dirais qu'il y en a un peu plus à l'Assemblée nationale parce que c'est plus facile de rentrer à l'Assemblée. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, c'est pareil d'un côté ou de l'autre. Et je crois qu'aujourd'hui, certains hommes ou femmes politiques subissent et accompagnent ces croisades idéologiques. C'est-à-dire qu'on ne s'interroge pas sur la liberté de l'individu dans son propre choix, parce qu'il va payer pour aller voir telle ou telle chose. Ça avait été la même chose pour Golgotha Picnic, hein. On peut en parler aussi. Donc on a une liberté de payer, donc de choisir pour aller voir un film, une pièce de théâtre ou un spectacle de Dieudonné, mais comme autour il y a toute la diffusion libre qui fait que on dit ah ben oui, il faut se protéger de ces gens qui nous influencent au quotidien. Mais pourquoi ils nous influencent? Parce qu'on allume notre télé, il ne faut pas allumer la télé, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Donc on subit tout un tour parallèle sans l'avoir choisi. Et donc ces gens, on va dire, donc qui ont, je dirais, des associations où ils ont une mission, parce que c'est une mission. Elle est idéologique, elle est politique, elle est religieuse, enfin, etc. Mais ils ont une mission, ils ont une grande mission, c'est de vous empêcher, cher monsieur, de voir quelque chose d'horrible. Voilà. Et ça fonctionne. Et ça, j'avoue que moi, ça m'étonne un peu, parce que ça fonctionne. Je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec le cinéma, mais Golgotha Picnic, quand Golgotha Picnic a été diffusé à Toulouse, moi qui n'avais pas spécialement ni lu les journaux, ni allumé ma télé, Golgotha Picnic, ça m'était un peu passé au-dessus. Enfin, passé au-dessus.
dans tout ce qu'on avait dit, la rumeur, l'horreur et tout le reste, quoi. Et puis, à un moment donné, il a bien fallu se positionner. Mais comment vous, sénatrice, vice-président de la commission culture, vous ne prenez pas position? Donc, bon, pour ne pas le citer, Monseigneur Le Gall, qui est notre... me dit, mais quand même, quelle horreur! Bien sûr que c'est peut-être une horreur, mais je lui ai dit, mais il faut payer pour aller le voir. Donc comment vous savez que c'est une horreur? Donc à cause de vous, ou grâce à vous, selon, je vais être obligée de payer et d'aller voir pour me faire ma propre opinion, pour couper court à toutes ces rumeurs. Et donc il y a ce qui est du choix de l'individu, il y a ce qui est du non-choix, parce qu'on vous en bourre du matin au soir, et tatati, et tatata. Et donc, on a des gens bien pensants, qui sont membres d'associations, et qui font du lobbying. Et je vous avoue que moi, je ne les reçois pas. Ces gens-là, je ne les reçois pas. Mais en fait, bon, une fois que j'ai dit ça, je suis une petite chose au milieu d'un système. Il est quand même à l'origine de la reclassification de Nymphomaniac, hein, de Lars von Trier, de Ken Park, de Besmois. Ça fait plus de 15 ans. Je dirais le premier cas où ils ont commencé à obtenir gain de cause, c'était avec le Besmois de Virginie Despentes et Carole Trinity, donc on doit être en 2000 ou 2001. Et depuis, ils ont trouvé une faille juridique, soit en utilisant l'article 227-24, soit la loi propre au cinéma. Je crois qu'il y a des lois qui se préparent. Enfin, on entend modifier la loi sur le cinéma, mais ça dure depuis des années, une quinzaine d'années maintenant, et rien ne vient. Alors, dans un an, dans 2 ans, peut-être que rien n'aura changé, que Promouvoir aura fait annuler plusieurs dizaines d'exploitations. Alors, dans le temps, ces associations portaient plainte contre des librairies, par exemple. Moi, j'ai eu un livre qui a été poursuivi à la FNAC par Promouvoir, à la FNAC de Carpentras, d'Avignon. Et la FNAC a dit qu'on n'allait pas que mon livre, il y avait plusieurs bandes dessinées. Et je comprends que les pouvoirs publics ne se préoccupent pas trop. Bon, la FNAC avait fauté, ils sont condamnés, ils avaient été condamnés à payer 10 000 francs à l'époque. Et voilà, c'était de leur faute. Mais là, ce sont des décisions ministérielles, des décisions de ministres. On dit chaque fois, le tribunal administratif ou le Conseil d'État dit le ministre a enfreint la loi, n'a pas respecté la loi, et ça se répète et ça se répète. Et rien ne change. Oui, mais changer la loi, on a un gouvernement de gauche. Il y a quand même... Pas vraiment, hein. Pardon. Pas vraiment. Hein. Pardon. Je fais du factuel. Donc je répète, nous avons un gouvernement de gauche, avec donc un certain nombre de personnes de différents courants de gauche, etc. Avec une Assemblée nationale plutôt de gauche, avec différents courants, et un Sénat de droite. Et puis, parce qu'on va être un peu... factuelle aussi, ou provocatrice selon, nous sommes toujours, tous les jours, en période électorale. Donc, à un moment, est-ce que c'est le bon moment? Je vais vous dire franchement, l'année 2016 est la seule année depuis bien longtemps où il n'y a pas d'élection, si ce n'est les primaires, ça aurait été trop beau. Donc, quand est-ce que un élu qui a envie d'être réélu dit des choses et va jusqu'au bout de ses convictions? Dites-le-moi, je peux vous dire, jamais. Moi, je le sais, parce que j'ai été réélue en 2014, malgré mes provocations sur la laïcité, puisque, voilà, ça, c'est mon cheval de bataille, on va dire. On parlera tout à l'heure. Voilà, ou pas, c'est pas le propos, peu importe. Mais il faut quand même se dire que quelquefois, quand on a un langage, il faut se demander, donc on se dit, tiens, moi je suis quand même de gauche. Je me suis levé ce matin, je me suis réveillé en langage, je me suis dit, je suis encore de gauche. Donc il faut que je fasse attention à avoir un discours qui rentre dans le couloir de gauche. Parce que s'il est un peu trop ci ou un peu trop là, je vais être taxé de me droitiser. Voilà. Et donc un élu qui veut être maire, parce que bon, sénateur on est un peu protégé, hein, je l'avoue, mais qui veut être maire, qui veut être conseiller départemental, qui veut être conseiller régional, qui veut être député, ce n'est pas du second degré, comme moi. Hein, c'est une élection. Les citoyens votent pour vous, ce n'est pas les grands électeurs. Donc,
c'est vrai que c'est plus facile pour quelqu'un comme moi de l'ouvrir, même si tous les sénateurs ne le font pas. Mais pour un élu lambda, il dit, oh ben oui, j'y vais, j'ai des convictions, et puis ces convictions, piut, voilà. Si c'était pas la question, c'est la réponse. D'accord. Je voudrais juste en finir avec promouvoir, hein, pour revenir au film Baise-moi de Virginie Despentes. Je la cite, interviewée par les Inrocks. On ne s'attendait pas à ce qu'une personne isolée, hein, parce que l'association Promouvoir, au maximum, ils sont 300 en France. Je ne m'attendais pas à ce qu'une association isolée puisse obtenir aussi rapidement le retrait de mon film en salle. Et alors, si j'en crois les Inrocks, parce que vous avez dit 2002 tout à l'heure pour Baise-moi, qu'à la suite de cette interdiction, puisque le film a commencé par être classé X, parce qu'il n'y avait pas encore le moins de 18, la classification moins de 18 ans est créée, à partir de Baise-moi, parce que je pense que Baise-moi fait jurisprudence, et donc le ministère quand même élargit un peu la NAS pour que des films qui pourraient contenir des images de caractère pornographique puissent avoir droit de citer au cinéma sans être classés X. Donc, j'en viens à la suite, parce que je voudrais en finir avec André Bonnet, là. Donc, le fameux patron de Promouvoir, il dit « La pornographie est un fléau ». La pornographie est un fléau, le caractère artificiel des relations qui découlent du porno décourage un nombre croissant de jeunes gens avec un dégoût pour le sexe opposé qui conduit tout droit, il est fou, hein, qui conduit tout droit à l'homosexualité masculine ou féminine, dont il est l'un des agents déclencheurs. Donc, messieurs, dames, la pornographie, si j'en crois l'association Promouvoir, est le chantre de l'homosexualité, de la promotion de l'obsession. Et Promouvoir s'intéresse au cinéma pour une raison particulière, c'est qu'ils ont essayé de s'en prendre à l'édition, ils ont essayé de s'en prendre, comme je le disais, à des librairies, ils s'en sont pris aussi à de la presse, ils s'en sont pris à des jeux vidéo, ils s'en sont pris à Internet avec Second Life, et c'était soit ils perdaient le procès, ça leur coûtait un peu de l'argent en plus à chaque fois, soit c'était long et compliqué, alors que le cinéma, ils ont trouvé la faille pour que ça marche à tous les coups, quasiment. Donc ils vont rester sur le cinéma pendant tant qu'on n'aura pas changé la loi. C'est pas des cinéphiles, c'est pas pour ça qu'ils s'attaquent au cinéma. Pour revenir à la pornographie, parce que évidemment ce monsieur s'attaque plus à la pornographie qu'à la violence, maintenant je crois que vous avez compris mon credo sur la question. Pornographie, hein, ça vient du grec, pornégraphos, qui veut dire porné c'est prostituer et graphos écrire, décrire ou peindre. D'un point de vue étymologique, la pornographie, ça désigne le fait de dépeindre les prostituées. Après, l'acceptation moderne du mot est un peu différente, heureusement. Moi, je voudrais poser la question aux femmes dans la salle, en fait, ce qu'elles pensent de l'image de la femme dans les films à caractère érotique ou pornographique. Parce que Madame la sénatrice s'est exprimée tout à l'heure sur la question. Elle était un peu en avance sur le sens que je vais donner à ce débat, mais ça serait intéressant que les femmes s'expriment, parce que c'est vrai qu'il y a il y a quelques films pornographiques qui sont faits par des femmes, mais j'ai pas le retour, enfin on n'a pas le retour des spectatrices. Elles vivent comment la place de la femme dans les films pornographiques? N'ayez pas peur, on éteint la lumière, on entendra que votre voix. Allez les filles. Je veux bien commencer le douloureux débat. C'est pas, en fait, c'est... Voilà, je m'exprime en tant que femme, je ne me suis pas plus posé la question de ça, mais je me posais quand même la question sur les valeurs morales, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au-delà de ça, le blasphème, etc., qu'est-ce qui fait blasphème, qu'est-ce qui ne fait pas, la dernière tentation du Christ, voilà, enfin on a parlé de Daesh, mais on n'a pas parlé aussi, j'avais parlé de Golgotha Picnic et de la dernière tentation du Christ. C'est-à-dire à un moment, il y a aussi toute cette censure très... alors effectivement, là tu me donnes des réflexions que je n'avais pas sur cette fameuse association qui apparemment a l'air de faire la pluie et le beau temps
sur la critique au niveau cinématographique, mais elle est soutenue par qui? Pourquoi est-ce qu'elle a ce pouvoir-là? Je ne sais pas. Ça paraît quand même un peu étonnant. Ils sont proches, enfin ils sont juste proches, que lui est... Ils n'ont pas de pouvoir financier ni rien, simplement André Bonnier est un magistrat, il connaît bien les lois, il a trouvé la faille. Voilà. Enfin bon, il est très proche de Bruno Maigret, il a été très proche de Bruno Maigret, il est proche des Tracato, il va à la messe du dimanche, enfin voilà. Oui, mais qui est Maigret aujourd'hui? Oui, non, enfin, il ne représente plus rien, Maigret, aujourd'hui. C'est juste pour donner une couleur, oui, oui. C'est juste ça. Mais pour répondre à ma question, c'est la place de la femme dans les films pornographiques, tout va bien. Parce que si j'entends les détracteurs de la pornographie, ils usent aussi de l'argument que les films pornographiques sont dégradants pour la femme. J'ai comme l'impression, et vraiment, alors là je m'adresse aux femmes qui sont autour de moi, et je vais parler personnellement, je m'en fous quoi. En fait, j'ai l'impression que ça ne me concerne pas. Enfin, c'est grave, parce que effectivement l'image de la femme, j'imagine bien, enfin je vois bien qu'elle est dégradée, donc mais du coup j'ai l'impression que c'est un film d'homme fait pour les hommes. Excuse-moi, mais c'est un petit peu comme ça que je le conçois. Je le défends pas du tout. Bon voilà, c'est... Il y a des films pornographiques qui sont faits pour les femmes. Ouais. Il faudrait que je les voie. Je n'ai pas vu beaucoup de films pornographiques parce que c'est pas trop mon truc, mais j'en ai vu quelques-uns et j'avoue que je me suis non plus jamais posé la question du sexisme. J'ai vu des films dits porno, je ne trouve pas qu'ils sont porno, et qui classés porno et qui respectaient très bien la femme. Donc j'ai vraiment pas ce clivage-là. Je trouve que c'est un clivage peut-être un peu bizarre à soulever, mais moi je ne le ressens pas du tout. Il y a de plus en plus de femmes qui font des films, enfin des vidéos, désormais, porno, mais même au prétendu âge d'or de la pornographie, dans les quelques années avant le X-âge ou qui ont immédiatement suivi, il y avait une dame, évidemment, elle utilisait des pseudos masculins, qui était très active, qui s'appelait Anne-Marie Tancy, qui faisait notamment beaucoup de films BD. Et en tout cas dans ces films hétéros, il n'y avait absolument aucune différence avec le cinéma, avec les films faits par des mecs. Ils présentaient une image tout aussi, pas forcément dégradante, mais disons que c'était pas du cinéma très féministe de façon générale. Mais il y a eu des films porno qui n'avaient rien de misogyne, qui n'avaient rien de phallocrate. Il y en a eu. Les tiens, à commencer par ça, oui, quand j'en ai fait, j'ai vraiment fait mon maximum pour que ce ne soit pas sexiste, mais c'est pas évident parce qu'il y a des gens qui les produisent. J'ai voulu faire je voulais pas. La figure obligée du cinéma porno, c'est la fellation. Et je voulais qu'il n'y ait pas de fellation dans mon film. Je voulais que ce soit les messieurs qui lèchent les dames. Donc, le producteur a failli m'arracher la tête. C'est fou. Je connais mon public, c'est les Arabes qui vont dans la salle porno. Et les Arabes, ce qui me fait bander, c'est les pipes. Alors tu vas me faire 20 minutes de pipe. Et il a vérifié que c'est 20 minutes de pipe. Alors je me suis démerdé pour que ça soit des pipes très désagréables. J'ai fait un film porno demandant, volontairement demandant. Alors est-ce que Jean-Pierre, vous avez eu des films qui ont été censurés? J'ai cité quelques titres croustillants. Non, pas censurés. C'était fait au début du X-âge, produit par des gens dont c'était la spécialité, avec des acteurs dont c'était le métier, dont j'ai respecté le cahier des charges, si j'ose dire. Je n'ai pas eu de problème de censure. Et mes films antérieurs étaient des films underground qui ignoraient la censure. Donc non, je n'ai pas eu de problème avec elle, à proprement parler. Mais il y a d'autres formes de censure. J'ai fait un film, disons, expérimental pour des choses que vous pouvez voir d'ailleurs pendant le Figaro. Il passe à l'exposition Molinier qui a lieu
Chapelle des Carmélites. Jusqu'au Chapelle des Carmélites. Ça va vous sembler curieux quand on le voit aujourd'hui, mais en 1967, quand le film était montré en public, des gens réagissaient tellement violemment qu'il y avait physiquement des bagarres dans la salle. Des gens qui se tapaient sur la gueule, puisqu'il y en avait que ces images indignées absolument. Il y a notamment un truc qui fait des scandales. Il y a un moment où on voit un monsieur qui est assez âgé, qui est un travesti, qui est en sous-vêtements féminins, et plus une veste. C'est vraiment pas, il ne montre pas sa bite. Hein. Et il y a des contre-champs avec une petite fille qui, par le montage, on a l'impression qu'elle le regarde. Sauf que si on observe un tout petit peu mieux, c'est pas du tout le même décor, c'est pas du tout le même éclairage, ça n'a pas été filmé le même jour, pas au même endroit, ça n'a rien à voir. C'est simplement les vertus du montage parallèle qui rapprochent les choses. Des gens, à chaque projection, il y avait des gens qui étaient furieux, qui avaient vu la petite fille faire des choses au vieux monsieur. Il l'avait vu. Il dit, enfin, vous avez rêvé. Mais monsieur, je viens de voir votre film. J'ai bien vu. Ben non, c'était pas ça. Donc la pornographie, elle est aussi dans la tronche des gens. Ça me fait penser à Dupont-la-Joie de Boisset, où Boisset me racontait que la scène de viol d'Isabelle Huppert par Jean Carmet, à la commission de classification, on lui a opposé qu'on voyait le sexe d'Isabelle Huppert. Il ne l'a jamais filmé. Ils l'ont vu. Alors il n'a rien dit, il a juste mis un collant, enfin, il a juste fait une coupe, il a mis un collant, mais en fait il n'a rien coupé dans le film, il a redonné la copie à la commission de classification, et les mêmes gens qui avaient vu le sexe d'Isabelle Huppert ont dit c'est bien, vous l'avez supprimé. Donc les gens qui voient et qui ne voient pas, dès lors qu'on parle de pornographie, que la plupart du temps, on sait bien que les censeurs dans leur ensemble ne voient pas les œuvres qu'ils critiquent. Hein. C'est un grand classique. J'ai entendu à la commission, c'était connu que pour les films porno, ils arrêtaient la projection à la première scène porno. Ah ouais. Ça suffisait. Ah ouais. J'ai entendu tout à l'heure le mot blasphème, c'est bien, c'est un débat qui dialogue même s'il est long. Censure et religion. Alors on va parler de la France hein, dans un premier temps. Bon, évidemment, ça commence essentiellement, me semble-t-il, par la littérature, hein, par la Sorbonne. En 1533, Pantagruel est interdit par la Sorbonne, et au siècle des Lumières, les interdictions pleuvent, que ce soit Voltaire, Diderot, qui sont tous placés dans le fameux index Librorum Prohibitorum, dont va nous parler brièvement notre camarade Bernard. Je te parle du dictionnaire de la censure des curés, de l'index. Il y a l'index Librorum Prohibitorum qui a été supprimé par le Vatican qu'en 1966. C'est-à-dire il a fallu attendre 1966 pour que le Vatican supprime son index des livres interdits qui n'étaient pas du tout propres à la lecture dans les lycées, dans les lycées de l'époque en tout cas, et que tout bon chrétien devait a priori ne pas posséder, jusqu'à des cas très connus où certains lecteurs se sont fait brûler, hein, c'est le cas du Chevet de la Barre, j'ai fait un film d'1h50 sur ce garçon, il s'est fait brûler, je ne vais pas vous pitcher le film, mais il s'est fait brûler parce qu'on a retrouvé dans sa bibliothèque le dictionnaire philosophique de Voltaire, qui était un livre interdit par la fameuse censure. Donc cette censure, elle s'est éteinte quand? Plus couramment utilisée que l'index. Les chrétiens français devaient se référer au livre de l'abbé Bethléem, livres à lire, livres à proscrire. Donc Jean-Pierre pourrait nous parler aussi. Misérable ouvrage qui apparaissait, l'abbé Bethléem est mort en 1941. Hein. Donc il a dû commencer à le publier fin des années 20. Hein. Il le mettait à jour, un gros bouquin. Et il y avait dedans, effectivement, tous les romans courants qu'on trouvait dans les librairies avec s'abstenir par discipline chrétienne, un peu comme l'office catholique du cinéma.
Et il lisait énormément. On donnait les comtesses de Ségur qui décrivaient des scènes ça se passait dans des châteaux, etc. Il donnait le goût du luxe aux jeunes lecteurs et lectrices enfants de prolétaires. C'était très mal, c'était très proscrit. Il reconnaissait de vertu qu'à un auteur qui s'appelait Zénaïde Fleuriot. Évidemment, je me suis précipité sur le livre de Zénaïde Fleuriot pour voir de quoi il relevait. Effectivement, c'est assez étonnant de rien. Et donc il faisait la même chose avec le théâtre, mais je crois qu'il s'intéressait aussi au cinéma, mais il a sorti des index pour le cinéma. Il avait une revue hebdomadaire qui s'appelait La Lecture. Il avait une rubrique de cinéma. J'ai vu très peu d'exemplaires. J'ai vu un exemplaire où il y avait 2 pages sur le second Tarzan, le deuxième Tarzan, avec Joey Osmuller, le Tarzan et sa compagne, qui est un film admirable par ailleurs, et il se déchaînait. Il se déchaînait contre le film, contre le personnage de Tarzan, contre le cinéma hollywoodien de façon générale aussi. C'était étonnant, parce que Tarzan, c'était le diable, vraiment. Bon, dans le même genre, il y avait L'Enfer à la Bibliothèque nationale, qui a existé jusqu'en 69, à peu près 69-70. Bon, c'était les livres qui n'étaient pas mis à disposition du public, qu'il fallait demander, justifier pour pouvoir les consulter. Mais bon, tout ça n'existe plus. On ne sait pas très bien d'ailleurs qui les choisissait, qui décidait qu'un livre serait mis à l'enfer de la BN. Oui, c'était un bibliothécaire qui devait faire le choix lui-même. Et puis, bon, mais là, il n'existait pas de liste publique. Les livres interdits par l'article 14 de la loi de 1949, donc ça c'était le sujet de mon dictionnaire, quoi. Il y avait des milliers de livres qui étaient interdits soit de simple vente aux mineurs, soit d'exposition dans les librairies, soit en plus de publicité, on ne pouvait pas en parler dans les catalogues, faire VPC, voilà. Ou d'autres livres en plus, avec une autre loi qui était interdite de mise en vente et de circulation. Mais il n'existait pas de recueil permettant aux libraires, par exemple, de savoir ce qui était interdit. Donc ils se méfiaient, des fois ça leur tombait dessus, ils n'étaient pas au courant que le livre était interdit. Donc, a priori, depuis 1789, a priori, tout ceci est fini. Hein. Depuis la Déclaration des droits de l'homme de 1789, la liberté absolue de conscience est garantie à tous, y compris pour leurs opinions religieuses. C'est pour ça qu'on en revient à la laïcité, parce que la question de la censure et de la religion, du politiquement correct et de la censure, du religieusement correct et la censure, sont, de mon point de vue, quelques petites érosions de cette fameuse loi de 1905, dite de séparation des églises et de l'État, qui regarantit à tous, tel que l'avait déjà exprimé la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qu'on a le droit de s'exprimer. Et l'État n'a pas à s'immiscer dans les affaires religieuses. Mais ce n'était pas le cas partout. Et là, Madame la sénatrice a une bonne nouvelle à nous annoncer. Voilà, parce que vous savez que le statut de l'Alsace-Moselle était particulier, hein, on était toujours sous un régime concordataire, et j'apprends hier au téléphone, en discutant avec Françoise Laborde, une excellente nouvelle, c'est que les articles 166 et 167 du Code pénal ont été abrogés en Alsace-Moselle. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors le code pénal local, donc Alsace-Moselle, donc qui comporte les articles 166 et 167, donc qui ont trait au blasphème. L'article 166, j'avais posé une question parlementaire en 2015 et il m'avait été répondu qu'il n'était plus applicable et donc il tombait en désuétude et donc les choses plus applicables, il vaut mieux les supprimer. Ce qu'a fait l'Assemblée nationale au printemps, donc c'est pas encore complètement, je dirais, validé, mais je pense que ça devrait l'être rapidement, puisqu'il y a un projet de loi qui s'appelle l'égalité-citoyenneté, qui est passé en première lecture à l'Assemblée nationale au printemps et qui arrive au Sénat début octobre. Et donc, ils ont abrogé, donc dans le texte, l'article 166. L'article 167 ne se justifiait pas, et ils avaient amendé en fait l'article 167 pour le rendre un petit peu moins
mauvais, mais il est mauvais, donc autant l'enlever. Donc je vais vous le lire, le 167. Hein. Celui qui fait par voie de fait ou menace aura empêché une personne d'exercer le culte d'une communauté religieuse établie dans l'État, ou qui, dans une église ou dans un autre lieu destiné à des assemblées religieuses, aura, par tapage ou désordre volontaire, empêché ou troublé le culte ou certaines cérémonies du culte d'une communauté religieuse établie dans l'État, sera puni d'un emprisonnement de 3 ans au plus. Bon. L'Assemblée nationale, pour ne pas vraiment le supprimer complètement, l'a modifié, l'a amendé, et donc la semaine dernière, en commission spéciale, nous avons décidé, à l'unanimité, de l'abroger. Mais à l'unanimité de la commission, parce que j'ai appris ce matin qu'un sénateur d'Alsace-Moselle avait mis un amendement pour essayer de le remettre. Bon, je peux vous dire qu'il va faire plof. Hein. Je pense que c'est pour ses électeurs. Là, je suis vilaine, mais j'assume. Donc, il pourra dire, j'ai quand même proposé cet amendement, il n'a pas été voté, mais je défends ma région, je défends nos valeurs, je défends... Mais donc là, c'est une affaire qui est classée. Je crois pouvoir vous dire, sans me tromper, que le 166 et le 167, c'est terminé et ça ne fait plus partie, puisque c'était quand même le code pénal local. Et comme on est en République, normalement, on n'a pas de code pénal local. Donc je suis très contente que ce soit viré. Mais il faut être vigilant. Parce que je ne vous donnerai pas le nom du sénateur, mais on va le surveiller. Nous arrivons vers la fin du débat. Je sais que la grande censure de l'horloge est en train de m'aiguillonner les fesses. Mais il a été abordé vers le milieu du débat le fait que la censure prenait quand même en compte l'actualité. En tout cas, c'est ce que vous avez parlé d'un film salafiste qui, pour des raisons circonstancielles, alors il a été interdit de 16 ans, c'est ça. Lionel Trélis, qui ne peut pas être là aujourd'hui, m'avait quand même souligné 2-3 autres films qui ont eu le même destin. C'est Made in France. C'est Made in France de Nicolas Boukrieff, qui a été programmé pour une sortie en salle fin 2015. Il a été déprogrammé. Voilà, donc c'est pas forcément un cas de censure directe, mais enfin en tout cas le distributeur, pression ou pas pression, l'a déprogrammé. Hein, parce que le film en fait décrit la constitution d'une cellule djihadiste. Un autre film qui s'appelle Bastille en 2016, c'est sur une jeune femme préparant un attentat à la veille du 14 juillet. Celui-là, il n'est pas sorti. Donc, et puis le troisième, Black, qui est un film belge sur les bandes urbaines, si j'en crois à notre camarade Lionel Trélis, ne sortira pas dans les salles en France, pour les mêmes raisons. Voilà. C'est-à-dire, il a été interdit au moins de 16 ans par la commission de classification et suite à l'interdit et suite aux réticences des exploitants, donc il y a quand même les exploitants qui ont peut-être eu peur du trouble à l'ordre public, voire des incitations de leur propre mairie, ont décidé de ne pas le distribuer. Donc, donc ça en revient à la série. On peut souligner que ce film Black en Belgique a déclenché de véritables émeutes dans les salles durant quelques semaines, des émeutes très amusantes. Il a été interdit de projection pendant un temps, parce que ça avait provoqué des rixes dans les salles. Ça pose une question que je pose à nos 3 invités, c'est-à-dire que si à une échelle microscopique, je ne parle pas d'époque, parce que vous avez dit, Madame la Sénatrice, que bon, en fonction des époques, les œuvres ne sont pas revisitées de la même façon, ne sont pas classifiées de la même façon. Ça avait été le cas de Mad Max, hein, puisque en 1975, il était interdit au moins de 18 ans, je crois. Et quand Universal, à la sortie du 3e volet de Mad Max, représente à la commission de classification, il repasse à moins de 14, si mes souvenirs sont bons. Et là, on parle de grandes périodes de l'histoire, enfin, on parle de 20-30 ans. Et là, si la sérénité de la commission est atteinte par l'actualité, je ne suis pas convaincu que... c'est pas la commission là qui est... Oui, je parle de la commission de classification, parce que si l'actualité s'invite dans les travaux de la
commission de classification. Enfin, voilà, un coup de vent à gauche, enfin à gauche, c'est pas une question de couleur politique, un coup de vent à gauche, on va avoir des films censurés à gauche, un coup de vent à droite, on va avoir des films censurés à droite. Est-ce que, Bernard, il y aurait une solution pour ce qui n'est pas un conseil des sages en tout cas, parce que c'est quand même un jeu démocratique qui est fait à la commission, parce que c'est des équipes tournantes. Comment, d'une certaine façon, on pourrait faire en sorte que la commission se dégage de l'actualité pour pouvoir juger les films. Je ne comprends pas ta question, tu as l'air de penser que selon la tendance du même, gouvernement, la commission est orientée. C'est quand même ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on a un problème de djihadisme. C'est que là, on a un problème de djihadisme. Et il y a des films qui sortent, qui seraient peut-être très intéressants à voir, sur la question du djihadisme. VOD d'ailleurs, Boukrieff semblait d'ailleurs assez content de la sortie en VOD parce qu'il pensait que ça allait mieux marcher qu'en ça. Ah bah non, mais ils l'ont. Non. Ah oui, mais enfin. Alors, sur Internet, il l'a sorti en vidéo à la planète. Donc c'est une fausse question. Et je la comprends pas bien. La question, c'est de se poser la question du fonctionnement de cette commission, si elle commence à être perméable à l'actualité microscopique. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est perméable? Donne un exemple. C'est-à-dire qu'en fonction de l'actualité, elle va que décider de juger tel film ou pas. Oui, mais enfin, quand il y a le film qui devait sortir en novembre 2015, quand il y a 80 morts au Bataclan, je vois mal quand même les exploitants parisiens programmés, je vois mal les exploitants parisiens, quand il y a eu des attentats de cette envergure, quand même, prendre le risque de troubles graves dans leur salle. Parce qu'il ne s'agit pas de dire est-ce que ce cinéma-là peut être une apologie du terrorisme ou non. Il s'agit simplement que le simple fait de présenter cela peut, si on parle de trouble de l'ordre public, évidemment, ça, tout de suite, ça prend une connotation moralisatrice. Mais il y a quand même des gens qui ont manifesté, il y a des millions de Français qui ont manifesté quand même dans la rue pour affirmer, disons, leur refus d'une société dans laquelle des choses comme ça pourraient se passer, pour affirmer leur refus aussi de se laisser embrigader dans une pour affirmer leurs valeurs, tout simplement. Je ne pense pas qu'un film comme ça participait de cette sursaut citoyen. Et en tant qu'exploitant, moi, j'étais pas à Paris à ce moment-là, je suis à la retraite maintenant, mais j'aurais été extrêmement gêné de programmer un film comme ça. J'aurais exercé mon droit de retrait, je crois. Oui, mais un exploitant peut choisir les films qu'il a envie de montrer. Oui, voilà, si ce film-là, ça n'intéresse pas, il ne le montre pas. C'est juste une remarque, c'était pour dire que le réalisateur Nicolas Boukrieff avait dû modifier l'affiche. Même l'affiche avait été censurée, entre guillemets. Enfin, ça représentait, je ne sais plus, voilà, c'est ce que j'allais dire, la tour Eiffel en forme de Kalachnikov. Donc ça s'est pas passé, quoi. Dernière question, avant la conclusion. En élargissant, parce que là, vous en avez parlé, Françoise Laborde, en début de ce débat, parce que je sais que vous travaillez au Sénat sur cette question. Voilà, la télévision on sait, le cinéma on sait, donc les réseaux sociaux qui véhiculent eux-mêmes énormément d'images par rapport à cette actualité de jour, quelle est... Enfin, est-ce qu'on peut parler d'une censure? Est-ce qu'il y a une réglementation? Est-ce que c'est celle du CSA? Est-ce que la police prend des dispositions au coup par coup? Enfin, je parle du ministère de l'Intérieur, au coup par coup. Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a une jurisprudence, une législation pour limiter l'accès à certaines images sur les réseaux sociaux? J'ai envie de dire qu'il y a un certain nombre... je ne dirais pas des réglementations parce que on aurait envie que ça s'appelle des réglementations et que ce soit facile à appliquer, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire ça à vous, Internet et tous les réseaux vont beaucoup plus vite
que ce que le ministère de l'Intérieur ou les uns et les autres mettent en place. Donc c'est toujours une course contre la montre. Donc il y a un certain nombre d'organismes et de personnes donc, qui sont derrière des écrans et qui surveillent. Mais qui surveillent, voilà, ça va vite. Je vais vous parler par exemple de sites Twitter. Vous en fermez 3, vous en fermez 4, vous en fermez 5, mais très vite, puisqu'en fait, ce que l'on considère, nous, avec notre lorgnette de France... La question se pose vraiment d'un point de vue légal, c'est-à-dire de quelle façon les tuyaux seront fermés. Je ne parle pas de réaction au coup par coup par rapport à des phénomènes de djihadisme. Mais comment, d'un point de vue légal, est étudiée cette question? Parce que progressivement, toutes les images vont passer par Internet. C'est une question qu'on se pose, parce que bon, il y a eu la loi numérique, Fleur Pellerin avait avancé là-dessus, c'était quand même sa spécialité à Fleur. Bon voilà, on peut lui reprocher un certain nombre de choses, mais sur ce volet-là, elle était plutôt pas mal. Axel Lemaire, bon aussi, essaie de travailler, mais je crois vraiment que ça va plus vite que nous, parce que les artistes, les auteurs, etc., vont se retrouver aussi devant une problématique qui est le financement de leurs œuvres. Parce que tout ce qui passe donc plus vite que nous par le web, là je ne parle pas, donc je laisse de côté tout ce qui est réseaux sociaux autour d'une problématique qu'on peut appeler le djihadisme, mais le quotidien des œuvres, et là on pourrait faire une conférence rien que là-dessus, c'est donc le paiement. Hein, voilà. Donc je crois qu'il y a plusieurs sujets, et finir là-dessus, je pense que c'est ouvrir un débat sur lequel on pourrait passer beaucoup de temps. C'est le débat de l'avenir. Il y a une dernière... Mais enfin, vous n'avez pas répondu à ma question. Il y a une dernière question de notre jeune homme au t-shirt rouge et vert. Oui. Non mais, moi je trouve que ça pose la question de l'hypocrisie aussi, parce que... On n'en a pas parlé, mais... D'un côté on légifère, etc. D'un autre côté on sait qu'il y a des... Dans les tuyaux, ça arrive quand même, voilà. Et moi, je pense que si on... Peut-être c'est une volonté, je sais pas, de verrouiller le net, peut-être, j'en sais rien. En général, de prendre ce bouc émissaire-là du porno, etc., pour mieux verrouiller derrière les libertés d'expression en général, puisque bon, on voit bien avec le contexte actuel, le contexte géopolitique actuel. Moi, je suis persuadé que ça continuera à circuler sous le manteau, de toute façon. D'ailleurs, c'est assez intéressant dans les époques où il y a beaucoup d'interdits et de censures. Il y a une économie souterraine, il y a de la clandestinité, donc c'est pas du tout efficace, je veux dire. Donc, plus on interdit et plus ça passe, quoi. Donc, mais d'une manière plus clandestine. Après, ça dépend ce qu'on veut faire. Mais je trouve qu'il y a une grosse hypocrisie, en tout cas, au niveau de la représentativité du pouvoir, etc. Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas l'arrêter, quelque part, cette chose-là. Eh bien, je vous remercie. Oui, j'ai une conclusion claire et nette, comme Torchette a proposé que nous désavouerons certes pas Jean-Pierre et Bernard, tout bonnement, crachons à la gueule de toutes les formes de censure, et soutenons les films et les canards éventreurs de tabous. Eh bien, merci à tous. Vous êtes déplacés à cette table ronde sur la censure au gros cinéma. Voilà. Merci. Bonne soirée, merci. Et demain, 14h30, à la cave poésie. Bonjour. Je me demandais, il y aura moyen de sur YouTube, oui. Peut-être dans un mois. Par contre, je ne sais pas, il y aura un titre, mais je ne sais pas le titre. Alors, de la biographie moi, donc il faut lui demander la date. Non, alors, ah oui, sur ma chaîne,
Gérard Ferrand. Donc, T'as pas une carte maintenant. C'est une assez bonne définition pour ça. En pratique, c'est